Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle. Il est vrai qu'elle est un peu clairsemée. Il semble que les rayons atomiques du soleil aient attiré bien des gens et que nous soyons concentrés dans les purs de la culture et de l'histoire de l'art. Nous allons y demeurer grâce à notre conférencière. Le thème de ce jour, Louis-Ami Arlot, un miniaturiste genevois du XVIIIe et début XIXe siècle, élève de Lyotard. Et si vous n'en aviez jamais entendu parler, vous avez en tout cas vu une de ses œuvres sur le bulletin, c'est le portrait de son fils. Peut-être qu'on le reverra tout à l'heure. Il s'agit de la présentation d'un carnet d'artistes dont notre conférencière dit, vous avez pu le lire, que ce carnet montre comment le pinceau est fidèle au texte et la couleur aux mots. Donc, deux aspects de l'expression artistique, la littérature et l'art. J'aimerais simplement vous dire que pendant quelques siècles, il a été courant, il a été fréquent que des artistes partent en voyage ou même chez eux, remplissent des carnets qui sont très précieux parce qu'ils sont spontanés. Alors, bien sûr, là, nous avons du texte et du dessin. Mais la prochaine conférence de la section art, le 18 octobre, sera aussi sur un carnet, mais ce sera un autre artiste, ce sera un artiste italien qui a fait une tournée dans l'Italie de l'époque, à peu près la même époque que Louis-Ami Arlot. Quant à notre conférencière, c'est Fabienne Sturm, la présidente du groupe Art. Elle est active, dynamique, elle a une culture extrêmement ouverte, elle s'intéresse à toutes sortes de choses, notamment dans les lettres et les arts. Juste quelques titres pour évoquer sa carrière. Elle a commencé par des études en Alsace, à Strasbourg. Elle a été attachée à un important musée, le musée d'impression d'étoffes de Mulhouse, et elle a passé à la région genevoise. Et dans la région genevoise, elle a été assistante puis conservateur du musée de l'horlogerie et de l'émaillerie pendant 30 ans. Elle est bien genevoise maintenant. Et en 1998, alors là, elle a connu un grand honneur qui lui vaut notre admiration. La République française lui a décerné le titre de chevalier des arts et des lettres. C'est un titre important qui est décerné aux Français qui contribuent à répandre la culture française de par le monde. Elle a actuellement, par sa fonction à l'Uni du Troisième Âge, un mandat important d'une grande horlogerie de la place. Je ne vais pas vous en dire davantage parce que vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez déjà entendu dans plusieurs conférences et nous nous réjouissons alors de l'entendre aujourd'hui, donc sur le carnet de Louis-Ami Arlot, de la plume au pinceau, du mot à la couleur. Merci beaucoup, Ramon. Rapidement, la structure de cette conférence. D'abord, une courte biographie du peintre en guise d'introduction, puis un petit survol des outils du peintre de miniature, la présentation du carnet, le portrait de François Arlot, fils du peintre, le portrait de Philippe Léonard Révillot de la Rive, le portrait de Fanny Arlot, la nièce du peintre, au final, le portrait présumé de Madame Tallien. Avant la conclusion, une petite promenade dans une succession d'œuvres de Louis-Ami. Est-ce qu'on pourrait faire un peu plus sombre la salle, s'il vous plaît, presque noire, de manière à ce que ces diapositives... Bon, peut-être est-ce suffisant.
Nous voyons ici l'autoportrait de Louis-Ami Arlogérine. Vous allez voir des grandes diapositives. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont en réalité, l'objet est en réalité petit. Je vous donnerai à chaque fois la dimension. Cet autoportrait, c'est de l'aquarelle et de la gouache sur une feuille d'ivoire. Il a comme hauteur 6 cm 8, donc presque 7 cm, et 5 cm et demi de largeur dans la réalité. Il est signé et daté L. Arlo Pinks, 1782. Louis-Ami Arlogérine est né à Genève en 1751. Il appartient à une famille d'artistes. Il est le petit-neveu de Jacques-Antoine Arlot, peintre du Régent. Il est le frère du miniaturiste Jérémie Arlot, dont il sera d'ailleurs le maître. Dès l'âge de 12 ans, c'est-à-dire encore enfant, il est formé à l'excellence du pastel, de la peinture sur émail, de la miniature, chez notre grand Lyotard. Et il a la chance ensuite d'aller pendant 6 ans travailler dans l'atelier du peintre Joseph-Marie Vien. En 1773, il fait le voyage d'Italie et il passe toute l'année 1773 à Rome. Puis ensuite, il séjourne à Londres, où il restera 9 ans, de 1792 à 1801. Il fera une carrière éblouissante à Londres, longue, de 9 ans. Et il sera très très vite connu, très vite introduit dans la bourgeoisie et dans l'aristocratie anglaise. Et dès la première année, il expose à la Royal Academy. À son retour à Genève, il sera très impliqué dans la vie culturelle de sa ville et il meurt à Genève en 1829. Voici un gros plan de son visage. L'image qu'il donne de lui-même à l'âge de 38 ans ne cesse d'émerveiller. En fait, on sent bien ici à la fois la maturité du peintre et la belle maturité de l'homme. Son regard est dense, chargé d'une imperceptible gravité. Il impose la présence d'une personnalité affirmée, assez lumineuse. Le col ouvert dégage le visage au front haut, aux traits réguliers et virils, au teint respirant la santé. Ce que je trouve intéressant dans cet autoportrait, dont je suis amoureuse depuis très très longtemps, je ne vous le cache pas, c'est que le peintre nous autorise à le voir tel qu'il le souhaite. Il nous laisse quasiment pénétrer son mystère. Le matériel nécessaire à la bienfacture d'une miniature est finalement assez modeste. Je vous montre d'abord une table de miniaturiste, c'est un travail français de 1820 qui a été acquis par le musée d'horlogerie auprès d'un excellent antiquaire genevois en 1983. Il s'agit d'un meuble en acajou qui est équipé à l'intérieur, vous l'apercevez un petit peu, par un élément de zinc qui contient plusieurs logements pour y mettre de l'eau, pour y placer ses feuilles d'ivoire. On aperçoit également sur la photo une palette avec quelques pinceaux, c'est une palette en porcelaine, et le couvercle ouvert d'une boîte d'aquarelle. Voici un petit chevalet portable à 2 rabats en bois d'acajou, doublé de feutre vert, qui n'est pas, c'est pas très net. Alors, est-ce que je vais réussir à faire un peu plus net? Je ne sais pas, non. Mais enfin, bref, vous voyez quand même que ce petit chevalier portable permet de placer sa feuille d'ivoire de manière un petit peu penchée. Sur la photo, vous voyez également une paire de lunettes en or qui appartenait au grand miniaturiste français Jean-Baptiste Isabey. Son nom est gravé sur une des 2 branches.
Le petit flacon en argent est un flacon à eau et vous voyez 3 petites boîtes qui contiennent des couleurs en paillettes et quelques essais de couleurs sur des feuilles d'ivoire collées sur du carton. Voici un autre petit modèle de chevalet portable en bois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est muni dans son couvercle d'un verre grossissant, d'une loupe, et qu'à l'intérieur, il y a un dispositif qui permet, comme un petit chevalet, qui permet de placer sa miniature sur un support coulissant, et ainsi le regard s'adapte de manière à pouvoir travailler. Et donc la loupe est un élément très important dans le travail du miniaturiste. Je vous montre quelques feuilles d'ivoire. L'épaisseur la plus petite, la minimale d'une feuille d'ivoire peut atteindre 0,15 mm. Donc ce sont des feuilles qui peuvent être de très grand format, qui sont évidemment extrêmement fragiles, et nous verrons un peu plus tard comment Louis Ami nous parle de l'après de cet ivoire. Voici une table, encore, avec quelques éléments. On retrouve dans les petites boîtes des couleurs en forme de paillettes. Ces couleurs sont placées sur une petite table de verre, avec un élément en verre qui s'appelle un pistil, et qui va servir à broyer très très finement ces couleurs, puis les mélanger avec de l'eau, pour obtenir une substance fluide et la plus fine possible, la moins granuleuse possible. Vous remarquez aussi quelques nuanciers sur des feuilles d'ivoire. Voici une page du carnet. Arlot-Jurine écrit entre mai 1815 et juillet 1818 dans un petit carnet qui a 124 pages, qui fait à peu près 10 cm sur 15. Il écrit ses recettes, ses manières, il fait allusion à d'autres miniaturistes, par exemple Plötz, Töpfer, Augustin, Frischwies, Isabey. Il se répète souvent, il se contredit, il écrit tête bêche, il fait des ratures, il a un français assez poétique, nous allons le voir. C'est un petit objet extrêmement attachant qu'il s'agit de déchiffrer, mais enfin on s'habitue à son écriture, qui est une écriture plutôt régulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les collections du Musée d'art et d'histoire sont extrêmement riches en portraits miniatures, et il faut compter sur à peu près 1200 petits portraits pour plus de 200 auteurs. Louis Ami n'est pas le seul miniaturiste qui a écrit sur sa manière ou celle qu'il privilégie. Pour l'émail, on peut citer Salomon Guillaume Kounis et Louis Milnet au début du XXe siècle. Pour la miniature, bien sûr, Jean-Étienne Lyotard et Pierre-Louis Bouvier. Que dit-il sur cette page? Ce carnet, j'ai oublié de vous le préciser, a été donné par Madame de la Harpe Arlot en 1914. Cette page est une véritable recette de cuisine. J'ai trouvé après différents essais que pour peindre les chairs très gommées, il faut mettre du sucre candi dans l'eau gommée dans laquelle on trempe le pinceau pour peindre, sans quoi la couleur tire au pinceau et la couleur pas aussi luisante qu'avec la gomme pure. La bonne proportion est de mettre sur une once gomme arabique un dernier sucre candi. La dite gomme, mêlée avec de l'eau, doit être un peu luisante, posée avec la pointe du pinceau et sèche sur l'ivoire, raclé et poli. Lorsqu'on attend que la couleur soit bien sèche, l'on repeint plus facilement par-dessus et la couleur mord mieux le lendemain. J'ai éprouvé aussi qu'après avoir raclé l'ivoire,
l'avoir poncée à la poudre fine au papier et pierre ponce, et l'avoir lavée avec un linge et de l'eau, la couleur ne mord pas aussi bien. Il paraît qu'il ne faut pas mouiller l'ivoire. C'est déjà ce que j'ai observé en peignant sur de l'ivoire qui a déjà servi. Il faut même ajouter un peu d'esprit de vin dans la gomme mêlée de sucre candi avec laquelle on peint. Cette page évoque la préparation de l'ivoire. En raclant l'ivoire au couteau, il faut qu'il coupe excessivement, éviter autant qu'il se peut qu'il y ait des traits. Après avoir raclé la couleur au grattoir, qui doit bien couper en soufflant dessus, la couleur mord mieux ainsi qu'en frottant pas trop fort avec la gomme élastique. En ponçant l'ivoire avec la poudre très fine, légèrement avec le doigt et bien essuyé, cela va très bien. Et cette très jolie phrase, lorsque l'on dessine au crayon noir et presque tout à l'estomper, il faut mettre les forces tout de suite et aussi noir que possible du premier coup, parce que si l'on repasse dessus, l'on enlève le noir. Dessiner tout à l'estompe de peau et les touches fermes à l'estompe de liège, presque pas de crayon. L'on rehausse de blanc avec la pierre d'Italie blanche qui est d'un ton plus jaune et plus douce que le crayon. Alors, je m'excuse, ce n'est pas très net, mais je vous lis ce qu'il dit. J'ai peint le portrait de François avec palette à gomme arabe pure. J'ai eu toutes les peines du monde à peindre moelleux. La couleur était toujours grenée, quoique en raclant au grattoir, j'ai trouvé qu'en travaillant avec palette Z, la couleur coulait mieux et mordait bien mieux. L'ivoire était raclé et poncé à sec. Voici François. François Arlot est le fils de Louis-Ami Arlot-Jurine. Il a ici 25 ans. La hauteur de la miniature est de 7 cm 3 et la largeur pas tout à fait 6 cm. Cette miniature a été acquise par nos collections en 1924. J'aime beaucoup ce portrait parce qu'on a l'impression qu'il y a une intensité particulière qui s'en dégage. On dirait qu'Arlot-Jurine fait une sorte de concentré de son savoir de miniaturiste. C'est une sorte d'exercice de style où l'observation de chaque détail est amplifiée par la touche très dense dans le visage et les cheveux et par le coloris soutenu, très couvrant de la veste brune au col noir, de la cravate nouée et du gilet jaune, enfin du fond kaki. Et voilà une phrase très poétique. Autour du menton des hommes, toujours rose Mars. Voici le menton de François. Et vous voyez très bien comment les touches se juxtaposent, s'imbriquent, comment il mélange son rose de Mars à du gris ou du noir pour donner l'idée de la barbe. Les yeux toujours au-dessous de la paupière bleuâtre, le blanc de l'œil, ainsi que la prunelle. Les noirs dans les yeux avec précipité rouge et terre de Cassel, après du noir. Donc en effet, on voit qu'il entoure la paupière ou qu'il couvre la paupière de bleu et que ce bleu très légèrement se retrouve aussi dans la cerne.
cheveux noirs, dans les clairs outre-mer, noir d'ivoire, dans les ombres, presque point de noir, les plus grands clairs mêlés à une idée de blanc. C'est assez joli, cette idée de blanc. Donc on voit ici le contraste éminemment puissant entre le sombre de l'habit, le blanc éclatant du col de la chemise, une sorte de magma de l'oreille et une très grande volupté dans la manière de peindre les cheveux. Philippe Léonard Révillot de la Rive, c'est une aquarelle vers 1805, aquarelle et gouache sur ivoire, 8 cm 4 de haut, 7 cm 3 de large, et c'est une pièce de l'ancienne collection de Gustave Révillot. Arlo Jurine se montre assez joyeux dans ce portrait. Il utilise des couleurs vives, contrastées, il n'hésite pas à renforcer le teint et le roux de la chevelure d'un mélange de rose et de rouge. Détail du carnet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une page où il raconte comment on va faire l'habit bleu, et de l'autre côté, il donne une palette avec la liste des ingrédients pour cet habit bleu. Habit bleu, bleu de Prusse, lac et blanc léger. Préparez 5 teintes. La première est sans blanc. On commence par faire des ombres composées. Après, on met chaque nuance qu'il faut et pour adoucir les ombres fortes, par exemple dans la manche, on prend numéro 2 et cette teinte mêlée de précipité violet. Alors, je ne sais pas si vous devinez l'habit bleu, je l'espère. On peut faire les ombres fortes avec la terre de Cassel et ensuite, après l'avoir fait presque noir, l'on glace avec un peu de bleu de Prusse et lac violette. Jamais du noir dans les habits bleus, cela fait froid et cru. Le carnet dit « Le long du nez pour avoir l'ombre forte, outre-mer, ensuite de la laque. Les tempes avec de l'outre-mer tout près de l'œil. » Il faut, dans une figure, que les ombres du côté de la lumière soient les mêmes que celles de l'ombre, excepté plus foncées. Les hommes du côté clair près des favoris, sur une teinte argentine verdâtre, puis viennent les couleurs rougeâtres. Pour les ombres, on passe légèrement par-dessus les ombres. Après avoir bien fait les plus hautes lumières avec du blanc non gommé. Donc on voit très bien ici comment il travaille ces matières, en particulier dans ces touches un peu liquides et très puissantes qui animent la cravate à côté du gilet rayé. Voici une grande miniature, 15 cm et demi de haut, 13 cm de large. Donc vous voyez la taille de la feuille d'ivoire. Il s'agit de Fanny Arlot, sa nièce, qui est la fille de Jérémie Arlot, donc son frère. Elle est elle-même miniaturiste. Cette pièce est signée et datée Louis Arlot, 1816, acquise dans nos collections en 1933.
Il est indéniable dans ce portrait que Arlo Jurine éprouve une très grande tendresse pour sa nièce, Fanny. Il fait d'elle un portrait particulièrement somptueux où chaque détail compte pour exalter la beauté de la jeune fille. Ainsi, dans le bas à gauche, on voit comment l'ombre accentue les effets du pli de la robe. On remarque que le châle cachemire, rouge orangé, posé sur la chaise, ricoche un peu plus loin sous le bras. Sur le guéridon Louis XVI, on remarque le bleu très aérien de la petite fleur qui dialogue avec le blanc des roses et qui, d'une certaine manière, affermit le bleu velouté de l'aumônière, plus sombre, posé, et qui tombe comme ça sur la galerie de ce petit guéridon. Gros plan du visage. Alors c'est très intéressant parce qu'on a l'impression ici que le simple trait en laiton du peigne qui soutient le chignon natté et les deux bandeaux très réguliers de cheveux noirs de part et d'autre des tempes soulignent l'ovale absolument parfait du visage. Un long nez droit, des yeux clairs en amande. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le peintre ne met pas sur les lèvres de sa nièce ce sourire mécanique que l'on retrouve assez souvent dans la miniature. Au contraire, on a le sentiment que très confiante, elle le regarde travailler. Détail du carnet. On ombre l'œil avant que de faire la prunelle pour bien voir l'ensemble des ombres. Nous allons voir qu'il n'y a pas que les hommes qui ont droit à du rose Mars. Pour les femmes, autour des yeux et la poitrine, Mars, rose et outremer. Près des clavicules, de la laque. Le sein vermillon. Alors ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'on a là un parfait exemple de la manière dont Arlo Jurine utilise le support même de l'ivoire pour donner les carnations de ses portraits de femmes. Et vous voyez la manière extrêmement légère, imperceptible, comme une sorte de douce brise. Il pose sa gouache blanche, ses rehauts de gouache blanche, pour souligner le décolleté. Alors cette femme au turban est un portrait présumé de Thérèse Cabarrus, dite Madame Tallien, dite encore Notre-Dame de Thermidor, qui fut une grande inspiratrice de la mode du retour à l'antique sous la Convention et le Directoire. La hauteur est de 8 cm 8, donc presque 9 cm, et une largeur de 8 cm, signée en bas à droite, et c'est un don en 1901 à nos collections. Alors voici un passage du carnet qui évoque la manière de peindre les linges. Le blanc mêlé avec le noir fait une jolie teinte. On prend du blanc point gommé pour la plus haute lumière et moins pour les autres. Le pinceau large, on glace le linge. Si l'on veut faire du tulle, de la dentelle, et ce dans un fond foncé, on mêle le blanc avec du jaune de chrome. Sans cela, la teinte paraîtra bleuâtre. Les linges, toujours un roux dans l'ombre, avec les ocres jaunes et du brun numéro 4.
Donc là aussi, on voit le mouvement de la touche qui donne le mouvement du voile qui cache une partie du buste de Thérèse Tallien. Faisons un tout petit voyage dans quelques œuvres de Louis Ami. Ce très joli portrait de Madame Jacques Aimée Diodati vers 1785. C'est donc une œuvre de jeunesse qui est encore très 18e. Elle est ravissante, elle est charmante. Elle a son joli chapeau de paille recouvert de plumes de différentes, dans une sorte de camailleux entre le noir et le blanc. Et elle est charmante. Plus tardif, cette œuvre, vers 1810, c'est Madame Coindet, Madame François Coindet et ses deux fils, Jean-Charles et Jean-François. Ce qui est intéressant, c'est que Madame Coindet n'est pas très jolie. Il le dit, c'est la leçon de Lyotard. Et les deux garçons, l'aîné plus grand, qui semble se distancier un peu de sa mère, tandis que le plus jeune est beaucoup plus câlin, dirait-on. La période anglaise. Une anglaise sur un banc de jardin. Là aussi, très grand format, à peu près comme la peinture de Fanny, environ 14 cm de haut. Ce qui est intéressant dans la période anglaise, c'est qu'on sent, alors là, très nettement, que Louis Ami se plie au goût de sa clientèle. Et il y a une sorte de suavité et de mièvrerie un peu doucereuse dans ses œuvres anglaises. Mais enfin, si ça fait mettre du beurre dans les épinards, autre petite anglaise plus plantureuse, qui, elle, est assise sur un canapé rouge. Et on retrouve le goût du détail de Louis Ami avec ce livre sur ce petit guéridon. Un très joli portrait de la princesse de Loewenstein, vers 1820. Alors là, il lui donne de la majesté. C'est une femme qui a de la classe, et Louis Ami le dit de manière très sensible. Il insiste sur ces détails du costume. Et enfin, pour terminer, ce très joli portrait de François Didet, le peintre genevois. Et là, on retrouve le grand Arlot qui aime ses modèles. Nous venons de voir combien Louis Ami Arlegering est l'un des miniaturistes genevois les plus attachants. En fait, la chance de pouvoir pénétrer dans le détail de l'écrit et le détail de l'œuvre, c'est-à-dire confronter la grosseur du détail et la précision de la citation, c'est quelque chose d'assez rare et d'assez fascinant. Et malgré ces détails très, très énormes, il reste toujours cette part de mystère que nous aimons tant. On peut se poser la question de savoir d'où vient le talent de ce maître, d'où vient son aptitude à la poésie, sa sensibilité à l'expression humaine, sa discrétion. Il est plein de tact par rapport à ses modèles. Son dessin est assuré, ses atmosphères sont agréables, ses couleurs fraîches et vives, ses touches fluides et harmonieuses. Comment sa main est-elle conduite par ce qu'il éprouve en peignant? Finalement, point n'est besoin de répondre à toutes ces interrogations. Louis Ami Arlegering veut que nous soyons sous le charme, et nous le sommes. Merci de votre attention. En votre nom, je remercie infiniment Fabienne Sturm pour sa passionnante interprétation, sa présentation.
de l'un des personnages qui ont fait la renommée genevoise en matière d'art et de culture, puisque l'émaillerie, la miniature ont été connues bien à l'extérieur comme une des excellences de Genève. Nous avons donc une vision globale de ce type de peinture, et puis nous nous sommes arrêtés devant les différentes œuvres. Et là, je dois dire que j'ai beaucoup admiré l'entrée dans l'œuvre, dans le détail, dans le petit détail de l'œuvre, qui fait que, élément par élément, on arrivait à beaucoup mieux comprendre la vue d'ensemble du portrait. Et tout d'un coup, ce portrait semblait sortir de la lumière pour s'avancer vers nous. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez, poser quelques questions, le faire après les 5 minutes de pause au cours desquelles les personnes retenues ailleurs pourront se retirer. Les hôtesses passeront, vous pouvez les héler pour rédiger une question et permettre ainsi un prolongement dans une direction ou une autre. Merci, Madame la conférencière. Y a-t-il encore une école ou un maître enseignant la miniature à Genève ou en Suisse? Alors, évidemment, la miniature a totalement passé de mode. Cela étant, il reste à Genève, je dirais, soyons gentils, 4 miniaturistes sur émail qui seraient capables de faire un portrait, peut-être même que 2 sur 4. Il existe à Paris une dame qui fait de la vraie miniature de portrait, et c'est la seule que je connaisse. Ça ne s'enseigne plus, évidemment, hélas. Mais enfin, nous sommes dans un processus de changement de civilisation. Nous ne sommes plus en 1785, nous sommes en 2011. Voilà. Et c'est pour ça que ces objets ne perdent absolument pas leur charme. Et qu'en 2011, il y a d'autres charmes que nous allons découvrir petit à petit. J'ai trouvé pour moi un prix dérisoire, un portrait aquarelle d'une dame, mais avec les épaules dans un cadre noir. Puis-je l'appeler une miniature? Certes, si c'est un portrait qui a un petit format, on peut l'appeler miniature. Comme vous ne précisez pas si ça a 5 cm ou 25, mais si ça a 5 cm, disons jusqu'à 12-13, ce sont des discussions que nous avons eues pendant des années avec mon amie Jacqueline Dupaquier de Bordeaux, où il y a une immense collection de portraits, avec Pierre et Jean-Richard du Louvre, où il y a une immense collection de portraits. Je ne peux pas vous dire les discussions que nous avons eues pour savoir où commençait une miniature, nous le savions, mais où se terminait la miniature. Alors on a décidé que c'était autour de 14 et qu'au-delà de ça, ça devenait un petit tableau. Donc si c'est une dame avec les épaules dans un cadre noir, c'est probablement une miniature. Comment fait-on une feuille d'ivoire? Combien faut-il de temps pour réaliser une miniature d'environ 8 cm? Y a-t-il une partie de cuisson? Alors, je n'ai peut-être pas été assez claire. Nous n'avons pas parlé d'émail. Nous avons parlé d'aquarelle et de gouache sur des feuilles d'ivoire. Il est évident que si vous passez l'ivoire dans un four à 800 degrés, qui est la cuisson de l'émail, il ne reste rien, si ce n'est qu'une idée de votre miniature. L'ivoire se découpe par tranches fines à la scie d'une défense d'éléphant. À partir de là, plusieurs formats apparaissent, soit des ronds, soit des ovales, soit des rectangulaires ou des carrés. Et c'est une très grande performance de peindre, comme on l'a vu avec le portrait de Fanny, sur des surfaces de 14 cm, parce que le grand danger de l'ivoire, et vous avez peut-être remarqué dans le portrait de Madame Coindet avec ses 2 filles, qu'il y avait un cheveu au milieu.
C'est-à-dire que le danger de l'ivoire, c'est qu'il se fende. Et la seule manière pour essayer de le guérir, je dis bien essayer de le guérir, c'est de coller les deux fentes avec un papier fin à l'envers et éventuellement recouvrir de couleur, mais en général on ne le fait pas pour garder à l'objet sa plus grande intégrité. Mais ça, c'est le grand danger de l'ivoire. Voilà. Combien de temps faut-il pour réaliser une miniature? C'est une question qu'on m'a posée à peu près 5800 fois en 30 ans. Je ne sais pas. Parce qu'il travaillait par étapes. Il pouvait passer 20 minutes un matin, le lendemain de nouveau 20 minutes, plus pendant 8 jours, allez savoir. Je pense que ça ne s'improvisait pas et qu'il fallait beaucoup de concentration pour réussir ces portraits. Donc ça devait probablement prendre un certain temps. Voilà, j'ai répondu à vos questions.